Je viens d'acheter une des meilleures Lamborghini jamais fabriquée par Lamborghini. La Lamborghini SVJ. Oh mon Dieu, quel changement de vitesse! Cette voiture ne rigole pas. 770 chevaux bruts, moteur Lamborghini V12 à aspiration naturelle. Pas de turbo, pas de moteur électrique, juste un moteur V12 qui déchire. Lamborghini n'a produit qu'un peu plus de 1800 exemplaires de la SVJ, ce qui fait que leur prix grimpe en flèche. Mais quand l'une d'entre elles est impliquée dans un accident, ça veut dire qu'on a la chance d'en obtenir une à un prix avantageux. Nous voilà. On est chez Copart pour récupérer la voiture la plus chère que j'ai jamais achetée. Et j'ai la veste qu'il faut pour ça. On va la voir pour la première fois parce qu'on ne l'a vue qu'en photo jusqu'à présent. Et devinez quoi, c'est mon anniversaire. S'il y a bien un endroit où trouver une voiture accidentée comme celle-ci, c'est bien sûr chez Copart. J'ai tenté ma chance à leur enchère et j'ai remporté cette Lamborghini SVJ. Et contrairement à la Revuelto, espérons que ce pari sera payant. Oh, j'ai un bon pressentiment à ce sujet. Oh, je sais pas quoi penser. Oh là là. Regarde la taille de ce truc. Oh là là, c'est un truc de dingue. Waouh, le refroidisseur d'huile est complètement froissé à l'arrière. Ça va coûter cher. Ouais. Ça prend un temps fou pour démarrer. Oh non. C'est ça le problème. Cette voiture a été vendue comme étant hors d'état de marche. J'espère juste que le moteur n'a pas calé à cause d'un manque d'huile. Les gars, on dirait un vaisseau spatial ici. Je suis jamais monté dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun airbag ne s'est déployé. Une fois de plus, comme on l'a vu sur ma Gallardo, ces capteurs de collision ont clairement été touchés, car ils se sont détachés. Mais aucun airbag ne s'est déclenché. C'est super pour les gens comme moi, mais pas pour la personne qui a eu l'accident. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher l'airbag? Regarde cette voiture, elle est... Tu dois y aller, tu dois essayer plus fort. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? C'est pour toi, ça? Elle est à ma taille. Ouais. Et certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il ne s'agit pas seulement d'une SVJ, mais d'une SVJ Roadster. Le toit sur celle-ci s'ouvre, ce qui la rend encore plus rare. Merci pour celle-là, Copart. Je pense qu'on doit juste régler ça maintenant. Et n'oubliez pas, Copart ne vend pas que des Lamborghini aux enchères. Il propose plein de voitures différentes. Et vous pouvez même vendre votre voiture par intermédiaire. Donc si vous voulez devenir membre de Copart et commencer à enchérir aux enchères, j'ai mis un lien dans la description. C'est mieux que la Revuelto. Ça doit l'être. Tu penses que ça va être mieux que la Revuelto? Ça doit être meilleur que la Revuelto, car elle ne présente aucun défaut de la Revuelto. C'est mon avis. Je pense aussi qu'elle est beaucoup plus belle que la Revuelto. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment que on a fait le bon choix. On se débarrasse de la Revuelto, qui a perdu beaucoup de valeur, et on achète une SVJ, qui ne fait que monter en valeur. Et en plus de ça, c'est une Roadster. Il y a 900 coupés, il y en a 1700 au total, et il y a 800 Roadster. Mais c'est un modèle unique. Pourquoi? Parce que personne d'autre n'a un volant spongieux. Ouais. Donc, ça fait un moment qu'on a récupéré cette voiture et il est arrivé quelque chose au volant. Wow. C'est dégoûtant. Oh. Ouais. Bon. C'est vraiment dégoûtant. Mais j'ai aussi remarqué autre chose à l'arrière. On dirait qu'il y a eu un incendie et que ça pourrait être lié au coin huile qui a l'air d'avoir explosé à l'arrière. Oh! Mais heureusement, le PPF, qui est sur la fibre de carbone, a sauvé cette partie du diffuseur. Comment le film PPF a-t-il protégé des flammes? On va faire entrer la SVJ pour l'inspecter de plus près. SVJ! Vu de l'extérieur, je trouve que les dégâts ne sont pas trop graves.
On a déjà réparé pire que ça. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est bien sûr le moteur. Si le refroidisseur d'huile avait explosé à l'arrière et que le moteur avait perdu toute son huile, mais que la voiture avait continué à rouler, ça aurait pu causer de sérieux dégâts au moteur. En plus de ça, on doit être sûr à 100% de l'étendue des dégâts. Avec ses trous arrière gauche tellement enfoncés dans le passage de roue, vers la lune! Ça a dû faire pas mal de dégâts derrière. Objectif numéro 1. Voir si ce truc marche. C'est pas vraiment un boulot pour une personne, n'est-ce pas? Ouais, y a vraiment pas moyen de... Si on est tout seul, qu'on doit rajouter l'huile, comment on fait? Oh! Wow! Est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Voyons voir. Oh! Ok, il y en a vraiment pas. De toute façon, les niveaux vont être bas parce que c'est un carter sec. Mais il devrait y avoir au moins une goutte là-dessus. Ok. Je ne veux pas prendre le risque de démarrer cette voiture sans huile. Et je pense qu'il n'y en a pas à cause du refroidisseur d'huile. Bon, pour enlever ces roues de leur verrouillage central, on a besoin d'un outil. Et cet outil n'est pas dans la voiture. Donc on ne peut pas retirer cette roue. On n'arrive pas à l'enlever. Je ne connais qu'une seule personne qui a un truc comme ça. On pourrait peut-être lui emprunter. Salut Marc! Salut! Tu pourrais m'aider avec cette SVJ? Ok. Je dois démonter mes roues, mais je n'ai pas le démonte-roue. Et on pensait que t'en avais peut-être un. Ouais, j'en ai un, pas de problème. Et est-ce que je pourrais te l'emprunter? 50 livres la journée. Donc Marc allait nous prêter son outil pour démonter les roues. J'ai donc envoyé mon père chez lui pour le récupérer, pendant que je restais avec la SVJ, et que je commençais à démonter les pièces endommagées. De ce côté, les boulons sont fichus, ils servent à rien. Ouais. On commence par l'arrière. Mon but était d'essayer d'accéder au refroidisseur d'huile arrière, puis éventuellement de fabriquer un truc pour relier le tuyau d'alimentation en huile et le tuyau de retour d'huile en contournant le refroidisseur. Comme ça, on pourrait ajouter de l'huile et peut-être démarrer la voiture. Mais pendant qu'on démontait tout, j'ai remarqué un truc. Oh ouais. Enfin! Il n'y en a pas un seul dans ce lot. Donc il y avait clairement un pot d'échappement dessus. Et quelqu'un l'a démonté. Comme si ce truc n'était pas branché partout. Regarde. La caméra arrière n'est pas branchée. Le feu arrière n'est pas branché. C'est quoi tout ça? Pas branché. Regarde les marques laissées par l'ancien boulon. Oh mon Dieu, ouais, ce sont pas les bons boulons. Ce sont pas les bons boulons, ouais. Regarde, tu vois les cercles? Ah ouais, c'est quand même assez inquiétant. Espérons qu'ils n'ont touché que l'arrière. Oh! Les capteurs de température d'échappement ne sont pas branchés. On dirait que quelqu'un est déjà passé par là. Et je crois que je sais ce qui s'est passé. Quand la voiture a été déclarée hors d'usage et avant qu'elle soit envoyée aux enchères, il est possible que cette SVJ ait été équipée d'un échappement de rechange qui pouvait coûter assez cher et qui n'était peut-être pas couvert par l'assurance. On dirait donc que quelqu'un l'a retiré à la hâte et a remis l'échappement standard. Mais en faisant ça, ils ont laissé de côté les sondes lambda pour l'échappement et ont abîmé certaines pièces. En plus de mettre les mauvais boulons au mauvais endroit, ce qui est un peu inquiétant. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ouais, mec! Regarde ça. Combien ça coûte? Je sais pas trop, j'ai pas encore vérifié, mais... la plupart des pièces sont les mêmes que celles d'une Aventador classique. Donc vous avez l'Aventador, l'Aventador S, la SV et la SVJ. Et si c'est pareil que l'Aventador, on sait que c'est pas aussi cher que les trucs de la SVJ. C'est comme quand vous achetez une Porsche 911, vous avez la GT3, la GT3 RS, et que c'est spécifique à ces modèles, alors vous savez que vous allez payer une fortune. Mais là, c'est juste une Aventador normale. Je suis inquiet à l'idée qu'il en achète une. Pourquoi? Il a cassé le prix de la Revuelto. Je veux pas qu'il fasse pareil avec la SVJ. Salut, où se trouve la clé pour démonter la roue de secours sur une Lamborghini Aventador SVJ? Hey there. So the Aventador SVJ actually doesn't have a spare wheel or a designated place for one, since it's all about maximizing performance and minimizing weight. Instead, it relies on a tire repair kit and a jack. So no secret compartment or spare wheel nuts. J'ai conduit pendant 1 heure pour venir ici. That sounds like an exciting drive.
Pendant qu'il cherchait où était le compartiment de l'outil, j'ai commencé à enlever le refroidisseur d'huile et tous les supports abîmés autour. L'alimentation en huile et le retour d'huile ne sont pas accessibles parce qu'ils sont tout là-bas. Donc on enlève l'alimentation en huile et on devrait enfin pouvoir retirer le refroidisseur d'huile. Et là, on a trouvé exactement où toute l'huile était passée. On dirait que le tuyau de retour d'huile s'est complètement détaché du bas du refroidisseur d'huile. Heureusement, quand la voiture était à l'arrêt. Mais ce refroidisseur d'huile a définitivement connu de jours meilleurs. Maintenant qu'il est démonté, on voit bien le tuyau d'alimentation en huile et le tuyau de retour d'huile en bas. À ce moment-là, Marc avait fini de taquiner mon père. « Je plaisante !» Voilà. C'est un refroidisseur d'huile d'occasion que j'ai chopé sur eBay pour 700 livres. Ce qui n'est pas trop mal, je trouve. Je vais l'installer. On ne va pas encore le fixer correctement, car tout ce quart doit être retiré. On doit tout nettoyer. On veut juste voir si ça marche maintenant. On installe le tout nouveau refroidisseur d'huile d'occasion. On va juste brancher le tuyau d'alimentation en huile et le retour d'huile, car tous les supports qui maintiennent le refroidisseur doivent absolument être remplacés. Serrons ça, et ça devrait suffire pour retenir un peu d'huile. On a mis le refroidisseur d'huile et je viens de penser à un truc. Il y a peut-être du liquide de refroidissement dedans. Parce que même si l'avant a été percuté, je ne vois pas beaucoup de radiateurs à l'avant. Ouais, il y a du liquide de refroidissement. Donc il y a encore du liquide de refroidissement. Cette voiture a vraiment besoin d'un entretien. Il faut vraiment s'en occuper sérieusement, car elle a l'air d'avoir été presque mise à nu. C'est juste inquiétant parce que quelqu'un a assemblé ça, et c'était pas nous, et Lamborghini non plus. Avec du 5W30, la voiture va super mal rouler, parce qu'il y a des trucs qui devraient être branchés et qui ne le sont pas. Le truc, c'est que si cette voiture roule, c'est un énorme bonus. Mettons-y un peu d'huile juste pour être sûr. On va brancher un pack de démarrage, et on va voir si on l'a fait démarrer. Il a cherché et il a demandé sur Google où se trouvait la clé pour démonter les roues de secours de la SVJ. Et la femme de l'IA lui a dit que la SVJ n'avait pas de clé pour les roues, parce que ça permettait de gagner du poids. Ah, il l'avait dans un compartiment spécial? Ouais, il avait ça dans une boîte spéciale. Mais quand on achète une SVJ, c'est pas fourni avec? Non. C'est pas vrai. C'est pour gagner du poids. Tu vois, la voiture est plus Non, lourde. arrête, non. Si, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il n'y a pas d'outil pour démonter la roue, c'est pas vrai. Tu plaisantes? Tu sais combien coûte cet outil? Combien? 208 livres sterling. D'occasion. Ouais. D'occasion? Ouais, 324 livres sterling, plus la TVA pour ce nouvel outil. Ok, on va mettre un peu d'huile, mais pas trop. Parce que il faut vérifier si c'est bon, non? Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'huile dans le moteur? Il n'y a rien dans le carter sec. Bon, je vais mettre tout ça là-dedans. Si ça démarre dans ces conditions, c'est sûr, c'est mieux que la Revuelto. Il a fallu assembler toute la voiture, toute la Revuelto pour qu'elle démarre. Ok, il y a un fusible pyro, mais aucun airbag ne s'est déclenché, donc il n'a pas sauté. On a fini par mettre le pack de démarrage aux bons endroits à l'arrière de la voiture, pour éviter d'abîmer la batterie. Démarrage assisté 7. Oh, elle a fait 37 000 km, pas 48 000. Et avec un peu de chance, maintenant qu'il y a du courant, elle pourrait démarrer. Ah, c'est dégoûtant. Ah, c'est dégoûtant. Oh, regarde ça, ça s'illumine. La Revuelto faisait pas ça? On a l'allumage. Qui est là? On y va? C'est parti. C'est en première. Et quand j'ai appuyé sur le bouton de démarrage, rien ne s'est passé. Batterie faible. Rechargez-la. Oh, boostons-la. Oh, je reste en retrait. C'est quoi le boost? Tu vas voir dans une minute. Prêt? Vas-y. Ouais? Vas-y. Mais toujours rien. Pour être sûr que le fusible pyro était bon, nous sommes retournés à l'avant de la voiture pour le tester.
En général, le fusible saute quand les airbags se déclenchent, coupant l'alimentation électrique du démarreur. Mais là, il marchait encore. C'est bon. Le fusible pyro est bon. Mais la batterie est vraiment trop petite pour pouvoir démarrer une voiture avec ses cylindres. C'est trop petit pour une voiture à 12 cylindres. Cette batterie est vraiment trop petite. Cette batterie était assez petite, et elle était presque à plat. Du coup, en plus du pack de démarrage externe à l'arrière, j'ai décidé de mettre un autre pack de démarrage externe sur la batterie elle-même pour voir si ça aiderait à démarrer. C'est parti! Oh, ça a du mal. Mais toujours rien. C'est mort. En fait, je pense pas qu'il y ait assez de charge. Oh, je me souviens que sur les Aventador, quand on appuie dessus, ça prend un certain temps avant qu'elle émette un son, pas vrai? On appuie dessus? Pas 1 heure quand même. Non. Donc, peu importe ce qu'on faisait avec la batterie, rien ne démarrait cette voiture. C'était peut-être autre chose. Dès que la batterie est à plat, ça bloque tout le reste. Et c'était un peu en dessous. Et il y avait une sorte de procédure pour la faire démarrer. Et il nous fallait un outil Lamborghini. Génial. Ouais. Pour moi, ça ressemble à la Revuelto. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est ce truc. Peu importe ce que c'est. Ce truc, à droite de la batterie, ça s'appelle un supercondensateur. Apparemment, il sert surtout à aider la petite batterie à démarrer la voiture. Donc, il donne à la batterie un petit coup de pouce quand on démarre la voiture à froid et pendant les arrêts et redémarrages fréquents. Mais apparemment, si vous laissez la batterie de ces Aventador se décharger pendant trop longtemps, le supercondensateur se décharge aussi. Et s'il se décharge, il ne peut plus envoyer suffisamment de courant au démarreur. Mais il y a bien un moyen de le contourner temporairement. C'est de débrancher le câble qui va du supercondensateur directement au démarreur et le brancher directement à votre batterie de 12 volts, ce qui devrait suffire pour démarrer une fois. C'est ce qu'on a fait. Mais même après ça, on n'a pas eu de chance. Non, si le moteur a calé, on est vraiment fichu. Ce qui nous a inquiétés, c'est que le moteur est vraiment calé, et que c'est pour ça que le démarreur n'arrivait pas à le faire tourner. On a donc commencé à enlever les protections sous le moteur pour accéder directement au démarreur. Ceci est effectivement pourquoi je l'aime bien. C'est une boîte de vitesse manuelle automatisée, donc c'est une boîte manuelle avec un seul embrayage, mais c'est un système hydraulique qui change les vitesses pour vous. Donc, techniquement, si on met le contact maintenant et que le moteur est en marche, il pourrait bien démarrer. Donc, avec le démarreur, il faut d'abord que 12 volts passent de la batterie au démarreur. Mais ensuite, il faut un signal provenant du contacteur d'allumage pour envoyer du courant au solénoïde, qui établit alors la connexion complète, ce qui fait tourner le moteur pour démarrer le moteur. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est retirer le fil de signal qui va vers le solénoïde et mettre notre propre fil à la place. Ok, ce fil va être connecté au solénoïde pour l'activer. On va glisser ce fil en place, puis ajouter des pinces crocodile au fil qui fournit les 12 volts au démarreur. Et on va l'activer manuellement. Comme ça, on devrait pouvoir activer le démarreur sans appuyer sur le bouton dans la voiture. Et si le moteur tourne, on saura qu'il n'est pas grippé. Quand je brancherai ce petit fil noir là, celui-là, là-bas, tout devrait fonctionner. Non, l'allumage, voyons s'il démarre, parce que s'il ne démarre pas, là on est vraiment dans le pétrin. Ouais, c'est vraiment galère. C'est parti. Ouais! Il a démarré. Le moteur n'est pas grippé. Ouais! Je sais pas si ça va marcher, ça pourrait complètement... Je me demande si tu peux l'éteindre maintenant. On sait que le moteur tourne. J'allais mettre le contact, et puis mon père... J'ai mis le contact! Allait démarrer le moteur à la main. J'ai mis le pied sur le frein, je vais mettre le contact maintenant. Oh mon Dieu! T'es prêt? J'espérais que ça marcherait. Oh! Le pack de démarrage est mort. On a besoin d'un autre pack de démarrage. Vous pouvez voir que la voiture est bloquée en première vitesse. Donc, quand on tourne le démarreur à la main, ça ne fait pas que tourner le moteur. Ça essaie aussi de faire tourner les roues. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas assez de puissance pour démarrer la voiture. On a ensuite essayé avec un pack de démarrage plus puissant. Mais toujours rien.
Est-ce qu'il est cassé? On n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette voiture était bloquée en première vitesse et pourquoi elle ne démarrait pas. J'ai donc sorti le lecteur de code. Ah mon Dieu, ça marche vraiment? Mais les seuls codes concernaient la direction de la roue arrière et les capteurs d'échappement, ce qui n'a aucun effet sur le démarrage. La Lamborghini Aventador ne peut pas démarrer quand une vitesse est enclenchée. Mais j'arrive pas à passer au point mort parce que... j'en sais rien. J'ai alors appelé Sony, chez BHP Performance, un spécialiste Lamborghini, pour voir s'il existait un moyen de passer en position neutre malgré la boîte de vitesse. Mais ce n'était pas le cas. On devait trouver la solution nous-mêmes. Ok, remettons les compteurs à zéro et réfléchissons comme une Lamborghini SVJ. Sony de BHP Performance, qui est un expert Lamborghini et qui a passé beaucoup de temps avec ses voitures, il a en fait une Lamborghini SVJ à l'intérieur de lui, donc il sait vraiment comment fonctionnent ces voitures. Et maintenant, je le sais aussi car il m'a transmis tout son savoir. Voici le truc. C'est que pour faire démarrer cette voiture, il ne suffit pas d'avoir du carburant, de l'huile ou du liquide de refroidissement. Et une batterie. Il faut aussi que la boîte de vitesse fasse son boulot. Donc pour l'instant, à l'avant de la voiture, on a 12 volts dans cette batterie AGM, qui fonctionne bien pour le moment. Mais la voiture ne démarre pas parce que elle est coincée en première vitesse. La voiture est bloquée en première vitesse parce que, apparemment, si la batterie est à plat et que le supercondensateur est à plat aussi, parce que le supercondensateur garde un peu de charge pour que tout continue de marcher, alors parfois, ce petit ECU, bon, en fait on l'appelle TCU, parce que c'est une unité de contrôle de transmission, ça peut s'endormir et ne plus jamais se réveiller. Du coup, comme il s'est endormi et ne se réveille plus, on ne peut plus passer au point mort. Et on a besoin du point mort pour démarrer la voiture. Ça permet au relais de démarrage de s'enclencher quand on appuie sur le bouton. Donc notre premier objectif, c'est de remettre le moteur de démarrage comme il était avant. Et puis, de faire en sorte que cette unité de contrôle de transmission se réveille, ce qu'on pense pouvoir faire en inversant un relais à l'intérieur de ce boîtier. Alors allons-y étape par étape et remontons d'abord le démarreur. Ensuite, on va s'occuper de ce relais et voir si on peut l'activer. On est parti. Bon, ça devient compliqué. Mais en gros, on revient à la case départ. On remet absolument tout comme avant. Parce que notre but principal maintenant, c'est de mettre cette voiture au point mort, car on pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la faire démarrer. Quand on ouvre la porte de ces voitures, ça sert à amorcer la pompe de transmission. Cette voiture change de vitesse grâce à des solénoïdes dans la transmission et il faut une pression de 50 PSI pour activer les solénoïdes du liquide de transmission. Et pour l'instant, on n'entend rien. C'est parce que l'unité de contrôle de transmission s'est mise en veille. Mais on peut amorcer la pompe nous-mêmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever le couvercle de la boîte à fusibles. Et alors, on peut voir le relais qui sert à la pompe e-gear. Et ensuite, on va retirer ce relais et on pourra déterminer où on doit brancher l'alimentation manuellement. Donc, sur ce schéma, on voit bien que la borne 30 est toujours sous tension. Et c'est celle-là, là. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les bornes 85 et 86 tirent un courant qui est 85 et 86 et qui passe par une bobine qui fonctionne presque comme un aimant. Ce qui actionne l'interrupteur pour permettre au courant de passer de la borne 30 à la borne 87 et puis ensuite à la borne 87A, comme indiqué. Donc tous ces éléments réunis devraient pouvoir alimenter la pompe e-gear. Donc au lieu de compter sur l'unité de contrôle de la transmission pour envoyer le signal au relais pour basculer l'alimentation, on va le faire nous-mêmes, en reliant l'alimentation de cette section à celle-ci. Et pour ça, je vais utiliser un bon vieux fil d'enceinte. Et là, on devrait entendre la pompe. Tu l'entends? Cette pompe devrait maintenant atteindre une pression d'environ 50 bars. Et le son de la pompe devrait changer à mesure que la pression monte. Mais cette pompe continuait à fonctionner de la même manière, peu importe combien de temps on la laissait brancher. Ça prend du temps, non? Non? Elle aurait dû déjà s'amorcer depuis. À moins qu'il soit déjà amorcé. Bon, on pourrait essayer maintenant, on pourrait voir s'il passe au point mort. Je vais le remettre en place, parce que ça a peut-être réveillé le système. C'est une possibilité. Est-ce que c'est l'e-gear? Ouais. Ouais, c'était l'amorce de l'e-gear. Ouais. Ça va passer en neutre?
On est en position neutre? Non. Non, pas de neutre. Donc l'unité de contrôle de transmission doit maintenant être active. Car quand on ouvre la porte, la pompe e-gear s'amorce toute seule. Mais elle n'arrive pas à créer assez de pression, parce qu'on n'arrive toujours pas à passer la première vitesse, ce qui nous empêche de démarrer la voiture. Problème de boîte de vitesse. Maintenant que cette unité de contrôle est réveillée, elle envoie un signal au tableau de bord pour me dire que j'ai un problème de boîte de vitesse. Donc si je vérifie maintenant si la transmission a des problèmes, ça pourrait me montrer ce qui cloche, alors qu'avant, ça ne marchait pas parce que l'unité de contrôle n'était pas réveillée. La transmission a 5 problèmes. Voyons ce que c'est. Perte d'unité de pression hydraulique, circuit de détection du relais de puissance, TCM faible, limite inférieure non atteinte. On va d'abord effacer ces codes d'erreur et voir lequel revient. Alors, celui que je n'arrive pas à effacer, c'est celui de l'unité de pression hydraulique. Perte de pression, signal invraisemblable. Donc, nos soupçons étaient fondés. La pompe marche. Mais elle n'atteint pas une pression suffisante. J'ai ensuite pu consulter les données en temps réel sur mon outil de diagnostic pour voir la pression réelle du système hydraulique. N'oubliez pas qu'il nous faut 50 bars. Ah ouais, ça monte. 1,2, bloqué à 1,28 bars. Non, maintenant ça redescend. Mais on n'a pas réussi à faire monter la pression au-dessus de 1,2 bars. J'ai trouvé autre chose, ok. On a donc des données en temps réel, à 0,64 bars. Et après, quand on ajoute la pompe, on peut atteindre 1,28 bars, ça ne va pas plus loin, et dès qu'on coupe le courant, ça redescend tout de suite. D'accord, ok, très bien. Donc, si tu as ta voiture sur la rampe, Ouais. tu retires la partie centrale de la voiture où se trouve le support. Ouais. Évidemment, tu as le moteur, puis la boîte de vitesse, et à l'extrémité de la boîte de vitesse, tu verras à côté de l'hélice Tout le système de soupape. Ouais. et également tout le système pour voir s'il y a une fuite de fluide. Bon, la batterie est maintenant sous tension. Mais le moteur ne démarre toujours pas, la voiture est bloquée en vitesse. Et c'est pour ça que la voiture ne démarre pas toute seule, parce qu'elle est bloquée en marche avant. Et en fait, il faut être au point mort pour démarrer. Mais on n'arrive pas à la faire sortir du point mort. Pour sortir du point mort, il faut de la pression hydraulique. Dans le système de changement de vitesse, il faut 55 bars, ce qui est une pression incroyablement élevée. On peut atteindre 1,28 bars, puis la pression chute, et ce, en mettant le truc manuellement. Donc on doit trouver pourquoi on perd de la pression, s'il n'y a pas assez de liquide pour faire monter la pression, ou si c'est un truc cassé en dessous. Donc on va devoir aller jeter un œil sous la voiture et voir s'il y a un truc qui est cassé. La dernière fois qu'on a soulevé la voiture, je n'ai rien remarqué de particulier, de cassé, qui pouvait sauter aux yeux. Mais maintenant qu'on sait qu'on cherche une fuite quelque part dans la boîte de vitesse, on trouvera peut-être quelque chose. On doit enlever ces panneaux et jeter un œil. Oh ouais, c'est un peu humide. Ouais. Oh, une souris est passée par là. Oh, on dirait que... il y a une trace de souris. Mais là, on dirait que c'est un peu humide. Ah oui, c'est un peu humide. Oh là, ouais, c'est un liquide vert. C'est ce qu'on utilise dans le système hydraulique de la transmission. Ok, ça veut donc dire que le liquide de boîte de vitesse est différent du liquide hydraulique qu'on utilise pour changer les vitesses. On allait juste débrancher un des capteurs pour voir s'il y avait une fuite à cet endroit. Mais je ne peux pas dire que ça avait l'air de fuir du capteur. Oh, je vois un joint ici, tu vois? Tu vois ce joint vert là? Il est un peu mouillé. Ouais, on dirait qu'il est pas dedans. On dirait que ce solénoïde qui change les vitesses est presque tordu. Parce qu'on voit le joint d'étanchéité qui dépasse. C'est peut-être là qu'on a perdu du liquide. Oh! Regarde! Oh! C'est ça! C'est là! Ça a été touché! C'est cassé! Ça a percuté ça! L'huile de boîte de vitesse s'est répandue. Il n'y avait pas d'huile de transmission. Et comme il n'y a pas d'huile de transmission, ça ne passe pas au point mort. Et comme on n'est pas au point mort, elle ne démarre pas. Ça doit être ça. Ah, je crois qu'on a trouvé. On dirait que ce support de transmission qui est fêlé a pris un coup, ce qui a poussé ce solénoïde vers le haut. Et vous pouvez voir ici qu'elle est en quelque sorte posée sur le support qui a arraché son joint.
ce qui explique pourquoi on a perdu le liquide hydraulique pour le mécanisme de changement de vitesse. Oh là là. Bon, on va retirer ce solénoïde en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts. On sait où il se place sur le mécanisme du levier de vitesse. Il est un peu tordu, mais on espère pouvoir le redresser. L'intérieur a l'air en bon état, donc c'est parti pour le redresser. Et voilà, ça a l'air plutôt bien. On espère juste que ça marche, parce que Lamborghini ne vend pas ses solénoïdes séparément. Il faut acheter tout le mécanisme de changement de vitesse, qui coûte en tout 13 170 livres sterling, plus la TVA. Et je ne vais pas payer ça. Maintenant, on met le joint en place, puis le solénoïde. On peut ensuite le resserrer dans le mécanisme. Oh! Après ça, je desserre le bol qui recouvre le trou où on va mettre le liquide. Il y a une sorte de valve unidirectionnelle qui permet d'injecter le liquide, mais qui l'empêche de ressortir. Il y a un autre boulon ici, par lequel le fluide sortira une fois qu'on aura mis assez de fluide. Ok, FHC, fluide hydraulique central. Donc on pompe ce fluide dans l'orifice de remplissage jusqu'à ce qu'il commence à sortir par l'autre orifice, ce qui nous indique qu'il est plein. J'espère que c'est clair, et qu'on a compris pourquoi c'était si dur de trouver les fuites. Car il ne fallait même pas 1 litre de liquide pour que le réservoir soit plein. Ça sort par ce trou maintenant. Maintenant que le liquide sort de l'autre trou, on sait que c'est plein. Donc on peut commencer à remettre tous les bouchons. Une fois qu'ils sont tous remis en place, le solénoïde semble retenir le fluide pour l'instant, mais il ne retient pas encore la pression. Tout va bien. Maintenant, on va tester pour voir si ça marche. Ok. Le relais. Pour cette pompe devrait se mettre en marche et faire du bruit. Et si ça ne marche pas, on devra le refaire à la main. Le relais est en place, mais toujours pas de bruit. Je vais appuyer sur le loquet de la porte. Et là, on a entendu le bruit. Tu l'entends? Tu l'entends? Attends un peu. Oui! Ça s'est arrêté. Arrêtez, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Allez, 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 allez! Elle va démarrer, allez, ça va démarrer. Allez! Voyons voir si ça passe au point mort. Point mort! Point mort, ouais! On a le point mort! Bon, alors, voyons si je peux changer de vitesse. Ah, c'est reparti en première. Ah non, plus maintenant. Ah, ça passe de l'une à l'autre. Oh, ça passe au point mort, à la marche arrière, au stationnement. Ça fait tout. Maintenant, elle est en deuxième. Ouais, je suis pas sûr que le solénoïde marche correctement. Ou est-ce qu'il est en train de se calibrer? Ah ouais, tu peux l'entendre, c'est le... Ouais, ça arrête pas de changer. Tu entends? Ouais. Mais est-ce qu'elle allait démarrer? Ouais! Wow! Ouais! Elle démarre. Je n'arrive pas à y croire. Ça marche! Allez, on a réussi! En plus, ça me laissait sélectionner la première vitesse. J'ai réussi à démarrer sans Lamborghini! En dessous, pas de fuite. Le solénoïde a l'air d'avoir marché. Pas de fuite! Super! Pour l'instant, ça ne roule pas super bien parce qu'on n'a pas de capteur lambda. Mais on va voir si on peut... on va voir premièrement si ça redémarre et deuxièmement, si ce dispositif de combustion spontanée ou peu importe comment on s'appelle fonctionne. Supercombulateur. Supercondensateur. Si le supercondensateur reprend vie une fois qu'on l'aura reconnecté, est-ce que ça redémarrera? À chaque fois! À chaque fois! Bon, maintenant, on va voir si ce supercondensateur est vraiment prêt à fonctionner. On va le remettre comme il faut pour voir s'il démarre. Comme ça, on saura que tout le système de démarrage est en bon état. On va voir si ça démarre maintenant que c'est connecté en tant que supercondensateur d'origine, chargé et collecté, avec le volant moulet activé. Tout marche! On continue! Voilà un souci de réglé.
Maintenant, nettoyons cet intérieur moisi. J'ai enlevé les panneaux du toit pour pouvoir mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Et maintenant, on va s'attaquer à ce volant, qui est en fait plutôt propre. Je pensais vraiment devoir acheter un volant tout neuf, mais grâce à ce petit coup de polish, l'intérieur a presque l'air neuf. Pour l'extérieur, c'est une autre histoire. Enlevons tous les panneaux abîmés et voyons ce qu'on doit commander, et voir s'il y a des dégâts cachés en dessous. On enlève le capot, et on voit le châssis abîmé à l'avant. Heureusement, tout ça se démonte facilement, et peut être remplacé. Maintenant, on peut voir ce qu'il y a derrière cette aile, mais d'abord, on doit retirer la roue. Ouh, c'est léger. Une fois la roue démontée, j'ai pu accéder à tous les boulons pour démonter cette aile. Ouais! Et en fait, l'intérieur du passage de roue n'a pas l'air trop mal. Et le mieux, c'est que la coque en carbone est en bon état. C'est juste cette partie du cadre qui est vraiment tordue. Mais heureusement, elle se détache du châssis à l'avant, donc là encore, elle peut être remplacée. Bonne nouvelle par ici. Enfin, une sorte de bonne nouvelle, aucune suspension n'est endommagée. Mais elles sont vraiment sales, toute la voiture a besoin d'un bon nettoyage et d'un bon sablage. Mais il y a des dégâts sur cette partie supérieure ici. Passons maintenant à la partie la plus endommagée, qui se trouve à l'arrière gauche. On va démonter cette roue, vérifier la suspension, et j'espère qu'on pourra rouler avec aujourd'hui. On y va. Je me déplace vers l'arrière. Pour une raison que j'ignore, cette roue est vraiment enfoncée dans l'arche, et on doit comprendre pourquoi. Une fois la roue démontée, on a tout de suite compris pourquoi. Ah, c'est le Banana Rama Rama. Oh non! Quoi? Oh, 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 oh. C'est pas le châssis, n'est-ce pas? Si, Tu plaisantes, où ça? il est fichu. Il y a un trou dans le châssis. Oh non. Non, on a besoin de Bob. Ça veut dire qu'on doit démonter le moteur? Non, parce que c'est pas... Ça a juste fait un trou dedans. C'est juste, ça a fait un gros trou là, regarde. On dirait donc qu'il y a des dégâts cachés au niveau du châssis. Mais ça pourrait être pire. Ce truc a l'air réparable. Mais pour mieux voir, on doit enlever toute la suspension et voir ce qu'il faut remplacer. Ouais. Regardez ça. Regardez, on dirait les lunettes de Batman. J'espère que Bob pourra couper et ressouder. On dirait qu'il n'y a rien de fixé à l'endroit où c'est cassé. Donc vraiment, pour être honnête, ça ne sert à pas grand-chose. C'est censé être droit. On dirait aussi que l'huile chaude qui est sortie du refroidisseur d'huile a grillé quelques fils à l'arrière, qui sont pour le module de direction de la roue arrière. Mais si on veut réparer ce châssis, on doit tout enlever pour que Bob, de l'atelier d'usinage, puisse y accéder facilement et le souder. On enlève donc le triangle inférieur avec le moyeu de roue et on va suspendre l'étrier de frein pour qu'il ne gêne pas, et qu'on n'ait pas à purger les freins à nouveau. Ah, maintenant qu'il est démonté, voyons ce qui est réellement endommagé. Ah, je crois que le boulon est tordu. Pour être honnête, en fait, ça n'a pas l'air si grave. C'est cette partie qui est tordue, mais... Ça coûte 5000 livres. 5000 livres? 5000 livres. Et il y en a un de chaque côté? Ouais, un de chaque côté. Mais ça n'a pas l'air si mal, en fait. Oh, ça a fondu, non? Je sais pas, je me demande si c'est bon. Je pensais que ce module de direction arrière allait être complètement cassé. Mais on pourrait bien s'en sortir. Et j'ai dit tout à l'heure que ça coûtait 5000 livres, mais c'était pour un module d'occasion. Pour un modèle Lamborghini, ça coûte plus de 11 000 livres. Donc, je vais tenter ma chance. Celui-là... on n'en a pas vraiment besoin. Et en plus, c'était pas si cher, ça coûtait 130 livres. Mais on ne pouvait pas vraiment se permettre de passer à côté. Maintenant que la suspension est démontée, on doit commencer à retirer ce panneau arrière, qui est juste boulonné. Une fois ce panneau retiré, on aura encore plus facilement accès au châssis endommagé. Sans compter que le panneau devra probablement être remplacé de toute façon. Ok, nous y sommes. On a complètement dégagé l'écart arrière, maintenant on peut réparer ça. Et une fois qu'on aura réparé ça, enfin quand je dis on, c'est Bob qui va le faire, une fois que ce sera réparé, on pourra vraiment commencer à tout reconstruire. Je vais laisser Bob s'en occuper maintenant. Salut!
Donc, ce dégât s'est produit dans une zone qui est en quelque sorte une soudure bizarre de Lamborghini. Et Bob va juste découper cette partie et la reproduire en fabriquant une lui-même. Je suis sûr que vous avez déjà vu Bob dans plein de vidéos précédentes. Il bosse à l'atelier d'usinage où il apprend aux gens à souder et vous montre toutes ses réparations sur sa chaîne YouTube. Il y avait un peu de chaleur là-dessus. Et on a un problème avec le moteur. Alors Matthew m'a gentiment demandé, comme il le fait toujours, de faire quelques tests. Pendant que mon père s'en occupe, Bob nettoie l'endroit où il va souder sa nouvelle pièce. Il utilise un bout de papier pour appuyer sur la pièce existante et faire une marque, un peu comme un pochoir, pour pouvoir la superposer à l'aluminium qu'il a apporté. Il peut ensuite marquer sur cet aluminium l'endroit où il doit couper pour fabriquer sa nouvelle pièce. Pour moi, ça a l'air vraiment imprécis, mais quand je l'ai vu découper cette pièce, c'était presque parfait. Je devrais peut-être prendre des cours avec Bob à l'atelier d'usinage. Mon père était toujours en train de bricoler le moteur de la roue arrière. Alors que j'avais mis le numéro d'identification du véhicule, VIN, de la SVJ, sur Car Vertical, où je pouvais voir le rapport complet et l'historique de la voiture. Tout ce que j'ai trouvé, Matthew, c'est que ce fil gris est clairement cassé. T'aurais pas pu savoir ça sur Car Vertical. Tu sais ce que t'aurais pu trouver par contre? Toutes les infos sur le véhicule que j'étais en train d'acheter. Comme l'historique complet, chaque fois qu'une plaque d'immatriculation a été changée, ou qu'il y a eu un changement de propriétaire, si le kilométrage a été augmenté ou diminué, ou même s'il y a eu des problèmes de financement pour cette voiture. Et vous pouvez aussi savoir si elle a été classée dans une catégorie. La SVJ en a une. La catégorie S. Pour supercar. Je pense pas vraiment que ça veuille dire ça. Non, ce S veut dire dommage structurel. Mais heureusement pour moi, Bob est en train de réparer ces dommages structurels. Un autre truc sympa avec Car Vertical, c'est que si votre voiture a eu un accident, ça vous montre parfois même les photos prises lors de la vente aux enchères de la voiture sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Ce qui est très pratique. Et maintenant, Bob vient de finir la soudure. Ouais, mec! Et pour le remercier, allez sur la chaîne YouTube de Machine Shops et abonnez-vous. En fait, il a l'air encore mieux qu'un neuf. Et ça, c'est fait sans aucune bosse. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de tout remonter et on pourra peut-être conduire cette voiture pour la première fois. Et ensuite, on pourra regarder tous les détails financiers pour voir combien ça va coûter pour tout reconstruire. Mais en attendant, si vous voulez faire vérifier votre voiture, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et avec le code MAT, vous pourrez profiter d'une petite réduction sur ce contrôle Car Vertical. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est remettre toute la suspension en place. Je pense que la plupart des pièces de la suspension peuvent être remises en place et que ce bras tordu semble avoir pris le plus gros du choc. C'est celui que je viens de remplacer. Mon père a réparé ça, on va voir si ça marche quand on va le brancher, mais ça a l'air un peu sale. Mais après ça, le tout va aller dans les Ice Blasters, c'est pour ça que on n'a pas tout nettoyé, mais les Ice Blasters vont tout nettoyer. Donc tout ça, y compris la direction des roues arrière, va être remise en place. On a juste remplacé un bras. Maintenant, 9 fois sur 10, il y aura probablement un autre élément qui sera tordu et devra être remplacé. Mais pour l'instant, ça a l'air correct. Je vais tenter le coup parce que la plupart de ces bras de suspension sont assez chers. Et puis quand la voiture passera au contrôle de l'alignement des roues, on verra vraiment si quelque chose est tordu ou cassé. Et bonne nouvelle pour moi, le disque de frein arrière en carbone est intact et n'a pas besoin d'être remplacé non plus. Et croyez-moi, on a tout vérifié en détail cette fois-ci. Bon, voilà l'étrier du frein à main, mais la pièce qui nous manque, c'est celle-ci qui est cassée. C'est celle-là. Et elle va à l'arrière de l'étrier. Et quand le moteur tourne, ça pousse ces étriers l'un contre l'autre. Et ça serre le disque. Chez Lamborghini, si vous essayez d'acheter ça séparément, eh bien bonne chance, parce qu'ils vont essayer de vous vendre tout ça. Mais je l'ai acheté séparément pour une Volkswagen Passat à 19,95 livres, mais je ne l'ai pas encore reçu. Heureusement, je peux mettre ça et ensuite installer le moteur quand il arrivera. Mais pour l'instant, on n'aura pas de frein à main. Du moins, de ce côté-là. Mais ce n'est pas grave. On essaie juste de la faire sortir par la fenêtre. Par la porte. Donc voici ma roue Flintstone. C'est le seul type de roue qu'on a. Et on va faire un premier essai, les gars, un premier essai. Si on fait un premier essai,
On ira plus loin que la Revuelto, dans l'épisode 1. Ça vaut le coup de s'abonner, non? Ça vaut vraiment le coup de s'abonner. T'es abonné, toi? Je crois que oui. Est-ce que c'est payant? C'est gratuit. Et vous pouvez regarder des voitures comme celle-ci être reconstruites pour votre plaisir sans rien débourser. Mais si vous voulez vraiment soutenir la chaîne et que vous regardez chaque semaine, vous pouvez aussi acheter des produits dérivés. Ouais! Malheureusement, ce n'est pas gratuit. Il y a un lien dans la description. D'accord, on est prêt à faire sauter cette voiture par la fenêtre? J'attends juste... Maintenant, on va voir si la boîte de vitesse de la SVJ marche vraiment. Je n'arrive pas à y croire. Mais on est déjà prêt pour le premier essai. Premier essai routier de la SVJ. J'ai du mal à croire que je dise ça. SVJ! C'est maintenant un test complet pour voir si la boîte de vitesse fonctionne vraiment, si elle fait tourner les roues, et si c'est le cas, on aura beaucoup plus avancé que la Revuelto. Alors, voyons si ça marche. Ah, c'est juste que ça fait vraiment spécial quand on est assis ici comparé à la Revuelto. J'ai vraiment l'impression d'être assis dans un avion F-16. Regarde, regarde. C'est comme... Clear! Jet! Oui! Jet! Prêt? En avant toutes! Ouais! C'est parti! C'était génial! C'est génial! Regardez ça! Quelle bête de course! Une vraie Lamborghini! Premier essai! Ouais! Elle est sortie! On a réussi à la démarrer! À faire le premier essai! On a réussi! Regardez-la! Je pense qu'il lui faut un nom. Suzanne, la SVJ. J'aime bien. Suzanne? Je pense que c'est Suzanne. D'accord. Suzanne. Suzanne, la SVJ. Et là. Elle a l'air dingue, non? Maintenant, je dois vous donner le détail des coûts exacts de cette opération. Et j'espère vraiment qu'on pourra enfin tirer un trait sur cette voiture. Allons au tableau blanc. Suzanne, la SVJ m'a coûté un prix super avantageux. Je crois. 230 000 livres sterling. Soit 5 000 $ de plus que ce que j'ai vendu la Revuelto. Et je pense que c'est 5 000 livres de plus bien dépensés. D'autant plus qu'il n'y a que 2 SVJ Roadster à vendre au Royaume-Uni. Et que le moins cher coûte 520 000 livres sterling. Une chose est sûre, on n'aura pas besoin d'acheter une batterie pour Suzanne. Voyons donc si on peut remettre Suzanne sur la route. Je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. Dernière nouvelle. Jamie Dodgers. La vraie saveur, c'est la framboise. C'est pas vrai. On pourrait penser que c'est la fraise.